Le Québec est réputé pour sa nature et ses forêts, et pourtant de nombreuses personnes n'en connaissent pas leur réelle grandeur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 monts et forêts québécois. Une des premières choses que l'on peut dire sur le parc du Mont-Tremblant, c'est qu'il est extrêmement grand, surtout pour le sud du Québec. C'est un parc de plus de 1510 km² de superficie, de forêts et de lacs. Il possède plus de 400 lacs et 6 rivières, ce qui en fait tout de même un parc hors norme. Ce parc, faisant à présent partie de la CEPAC, a été le premier parc protégé créé au Québec et le troisième parc protégé créé au Canada, ce qui en fait tout de même l'un des plus vieux d'Amérique du Nord. À la base, l'idée de Dr Camille Laviolette était de créer un sanatorium sur la montagne tremblante, un établissement spécialisé dans le traitement des maladies pulmonaires. Le projet n'a jamais vu le jour, un parc a été créé à la place. Situé dans les Laurentides, le parc fait partie du domaine climatique de l'érablière et du bouleau jaune. Il est donc constitué de forêts mixtes, de forêts de feuillus et de milieux aquatiques. Les collines du Mont-Tremblant sont âgées de 6 milliards d'années. Lors de leur formation, elles étaient 6 fois plus hautes. On parlait alors de montagnes. Elles ont ensuite été remodelées par l'érosion, la pluie, le vent, le gel et le dégel, puis par le passage des glaciers lors de la dernière ère glaciaire, il y a plus de 80 000 ans. Le parc a donc bien changé en quelques milliers d'années. Donc, on va y aller avec la carte, tiens. On va m'inspirer. Alors, c'était pour savoir quelles sont les principales espèces qui sont dans le parc? Alors, si on regarde la carte du parc, on a 1510 km² de superficie, 400 lacs, 6 grandes rivières. Puis nos animaux représentatifs ici, il y a le castor. Donc, vu qu'on est dans une forêt de feuillus, qui est l'érablière à bouleau jaune, avec beaucoup d'eau, on a des milliers de castors sur le territoire. Un autre animal caractéristique, j'ai pas la photo présentement, c'est le cerf de Virginie. Donc, au sud du parc, on va trouver ce cervidé-là. Et si on remonte en haut, on voit que les lacs sont plus grands et les montagnes sont plus basses, donc les lacs sont plus étendus, moins profonds, avec plus de plantes aquatiques. Et là, ça va être le domaine de l'orignal. D'accord. Ce qui se promène beaucoup sur le parc, c'est l'ours noir. Alors, environ 300 ours noirs se promènent sur le territoire et puis là, ils sont en train de se suralimenter, manger plus pour s'engraisser. Parce que cet hiver, on ne les verra plus. Ils vont être dans leur tanière qu'on appelle une ouache. Donc là, c'est normal d'en voir passer. Parce qu'ils se nourrissent plus que 18 heures par jour à la recherche de nourriture. Et il y a des loups? Et l'animal qu'on a choisi comme animal emblème, c'est le loup. Alors, on considère qu'on a de 6 à 8 meutes de loups qui utilisent le territoire du parc. Et une meute, ici, ça tourne autour de 7 loups en moyenne. Et on a trouvé des sites de tanières. Alors ça, c'est des endroits dans le parc qui sont vraiment gardés secrets et très protégés. Mais on sait que nos loups, surtout l'hiver, vont sortir du parc. Et là, ils vont se faire piéger parfois, parce qu'il y a encore du piégeage là, de loups. Donc, ce qu'on essaie de faire dans les années à venir, c'est de protéger une ceinture de 28 km d'épaisseur autour du parc pour que nos loups, nos meutes puissent se stabiliser parce qu'on se rend compte que notre animal emblème là, est en danger. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont en danger dans le parc? Qui pourraient disparaître? Non, je crois pas.
Ok. Et les loups causent des problèmes à l'extérieur du parc ou c'est juste un piégeage traditionnel comme genre... Non, c'est vraiment pour vendre la fourrure. Oh. La fourrure qui va valoir de 100 à 200 $. Ah, quand même. Mais ne cause pas de problème à l'extérieur Ah, du d'accord. parc. Le seul problème, parfois, que les gens considèrent, c'est que les loups mangent les cerfs de Virginie et les orignaux. Eux, c'est des chasseurs, donc ils considèrent le loup comme un animal nuisible. C'est de la D'accord. compétition. La Et compétition. j'avais une dernière question. Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets qui sont mis avec les randonneurs? Il y a beaucoup Le de... déchet, Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de pollution causée par eux? j'avoue que l'année passée, on a perdu le contrôle. Là. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, puis là, il y avait beaucoup de déchets partout, puis tout ça. On a fait de l'éducation, de la sensibilisation. Puis cette année, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ok. Merci. Bienvenue. Merci à Le parc compte en effet plus d'une quarantaine d'espèces de mammifères, ce qui est assez incroyable. Il faut faire donc très attention à ce parc qui conserve tout de même à moins de 3 heures de Montréal une grande biodiversité et qui peut être très très intéressant pour la recherche ou la protection des habitats ou des animaux par exemple. Jeter ses déchets lorsqu'on se promène dans le parc ou nourrir un animal ou même trop s'approcher peut les habituer à la présence humaine et les amener par exemple à sortir du parc et à se faire piéger ou à aller voir dans les maisons environnantes, ce qui peut être dangereux pour leur sécurité. Il faut donc toujours garder une distance et être respectueux avec l'environnement. Également un parc de la CEPAC, le Mont Saint-Bruno a été créé en 1985. Ce parc de 8,8 km² se situe dans les collines montérégiennes. La colline est reconnue pour son réseau hydrographique composé de 5 lacs reliés par des ruisseaux. Il possède également un verger et un moulin historique. En plus des lacs, le mont possède de nombreux milieux humides, que l'on appelle plus communément tourbières. Il s'agit de zones humides et vaseuses, généralement autour d'un ruisseau, qui sont essentielles à la biodiversité et à la filtration des eaux. Les tourbières nettoient l'eau de leurs impuretés et de leurs métaux lourds, et également stockent le dioxyde de carbone de l'air de façon très efficace. On peut reconnaître une tourbière ou une zone mine par la présence de sphènes, une mousse végétale qui pousse beaucoup sur ce genre de milieu. Ces différents milieux possèdent tous une grande biodiversité. On compte d'ailleurs dans le parc plus de 12 espèces de poissons différentes, 200 espèces d'oiseaux et une quarantaine d'espèces de mammifères. Donc, bien ça, bienvenue au kiosque du cerf de Virginie. Puis la raison pourquoi on a ce kiosque-là, c'est parce qu'on a une problématique de surabondance au parc du Mont-Saint-Bruno. Dans le fond, on a trop de cerfs pour ce que la nourriture peut leur donner. Ce qui arrive, c'est que au final, quand on regarde autour de nous, on remarque qu'il n'y a pas grand-chose qui va pousser au sol. Puis lorsque les grands arbres matures qui vont justement atteindre leur maturité puis vont commencer à mourir, ben là, il n'y aura pas de succession, il n'y aura pas de nouvelles plantes justement pour prendre la place. Alors, ça va être très très nocif pour la forêt et pour l'écosystème en général. Et donc, le cerf de Virginie, ça va être un animal qui va avoir des bois. Ce ne sont pas des cornes. Beaucoup de personnes pensent que c'est des cornes, mais en fait, ce sont des bois, étant donné qu'ils vont tomber à chaque année. Alors que les cornes, eux, ça va rester sur l'animal jusqu'à la fin de leur vie. Puis aussi, il faut savoir que les bois de cerf, c'est fait en os. Dans le fond, c'est l'os de l'animal. Alors que les cornes, c'est surtout fait en cartilage. En cartilage ou la même texture que nos ongles, dans le fond. Est-ce que vous savez comment on arrive à cette situation? Oui, ben dans le fond, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, avant, il y avait des loups ici, il faut le savoir. Sauf que dans les années 1800, quand les colons commençaient justement à s'étendre sur le territoire, ben, ils avaient peur du loup. Puis aussi, le loup, c'était un animal qui mangeait le bétail, donc ils ont décidé de s'en débarrasser. C'est pour ça qu'ils ont instauré le système de primes, c'est-à-dire que pour chaque loup tué, le gouvernement donnait de l'argent aux chasseurs. Puis on fait ça jusque dans les années 70-80. Donc ça fait quand même pas si longtemps que ça, c'est aboli cette pratique-là.
Puis ce qui est arrivé, c'est que le loup a été complètement éradiqué du territoire ici. Et à cause justement de la baisse de prédateurs, ben, le cerf, lui, a pu continuer à se multiplier sans avoir, disons, un facteur qui régulait la population. Donc, c'est vraiment parce qu'il n'y a plus de prédateurs. Puis aussi, il faut savoir que le cerf de Virginie, c'était un animal qui vivait surtout très au sud des États-Unis, au nord des États-Unis. Puis, avec les changements climatiques, il a commencé à remonter. Et aujourd'hui, on l'a un peu partout au sud du Québec. Un autre facteur qui l'a attiré, c'est aussi le fait qu'on a créé beaucoup de champs. Puis ça, les champs, c'est vraiment un endroit où les cerfs vont aimer s'alimenter. Donc, créer plus de champs d'une manière ou d'une autre, ça favorise la croissance du cerf de Virginie. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à la situation? Bien, on a plusieurs idées sur la table. C'est sûr que pour chaque idée, il va y avoir des inconvénients. Donc, on essaie vraiment de regarder quelle idée est la meilleure. Il y en a qui proposent justement de stériliser les cerfs. Fait que ça pourrait être une solution, les empêcher d'avoir justement des petits. Mais le problème là-dedans, c'est que pendant l'opération, il y a seulement un cerf sur 2 qui va survivre à l'opération. Donc 50% de perte, ce qui est pas génial. Et aussi, il n'y a pas de garantie que l'opération va marcher. Donc on pourrait, exemple, faire l'opération sur une biche, qui est la femelle du cerf, et au final se rendre compte que ça n'a pas marché. Donc, une autre proposition aurait été de réintroduire la chasse et le droit à la chasse des cerfs de Virginie, bien sûr limité, mais de nombreuses personnes s'y opposent encore en 2021. J'ai moi-même pu constater de mes propres yeux l'ampleur que prenait le problème en me promenant dans le parc et j'ai croisé de nombreux cerfs de Virginie. Une autre problématique du Mont Saint-Bruno, qui est situé particulièrement au sud du Québec, cette région est particulièrement touchée par la problématique des tiques qui peuvent transmettre la maladie de Lyme et qui, à cause du réchauffement climatique, ont tendance à remonter de plus en plus au nord. Une autre grosse problématique du parc est le comportement des visiteurs. C'est un parc très fréquenté à seulement 30 minutes de Montréal et de nombreux visiteurs ont tendance à se rapprocher des rives du lac et à piétiner la végétation. Ce piétinement répété entraîne une disparition graduelle de la végétation riveraine et de par conséquent tout l'écosystème. La disparition de la végétation contribue à une plus forte érosion des terres, offre moins d'abris pour la faune et provoque un réchauffement excessif des lacs. Des plateformes ont récemment été créées afin de permettre aux visiteurs de se rapprocher de l'eau tout en assurant une protection de la flore riveraine. La réserve naturelle de Gault, située sur le mont Saint-Hilaire, n'appartient pas, contrairement aux deux précédents cas, à la CEPAC, mais plutôt à l'université de McGill. Elle fut en effet, en 1958, transmise en héritage à l'université par le brigadier Andrew Hamilton Gault et fut alors utilisée comme un lieu de recherche et d'enseignement. En 1978, la réserve naturelle Gault est devenue la première réserve canadienne du réseau des réserves de la biosphère de l'UNESCO. La forêt, qui n'est pourtant que de 10 km², est un très important lieu de préservation. En effet, la forêt a plus de 124 millions d'années et est très ancienne. Elle n'a encore jamais été exploitée. Elle est l'une des collines montérégiennes de la vallée du Saint-Laurent les moins touchées par l'activité humaine, encore en 2021. La forêt abrite même des arbres âgés de plus de 400 ans. Le parc contient également plus de 850 espèces de plantes, dont 30 sont en voie de disparition ou vulnérables, et plus de 10 000 espèces de minéraux anciens du Québec. Il abrite de nombreuses espèces rares ou en voie de disparition. Le mont Saint-Hilaire a d'ailleurs été désigné comme refuge d'oiseaux migrateurs en 1960 en raison des 200 espèces d'oiseaux qui y passent chaque année. On pourra par exemple rencontrer sur le haut de la montagne des faucons pèlerins ou des urubus que la réserve a permis de préserver. La réserve de Gault, en plus d'être une aire de biodiversité exceptionnelle, est également un important lieu de recherche en biologie.
le sujet de nombreuses expériences et articles qui nous ont permis de mieux comprendre le vivant et les écosystèmes du Québec dans le but de savoir les protéger. Le parc n'est cependant pas épargné par la mondialisation. De nombreuses espèces autochtones, plus de 70 espèces végétales, ont toutefois disparu du Mont-Saint-Hilaire, souvent effacées par de nouvelles espèces ramenées par erreur dans le parc. Par exemple, des terrains agricoles aux alentours ou de la nourriture des randonneurs. Une chercheuse dit même avoir trouvé un plant de tomates et du blé dans le parc, sûrement ramené par un sandwich. Notre dernier parc, le parc d'Oka, a été créé en 1990. Anciennement sous le nom de Pôle Sauvé, c'est également un parc de la CEPAC. Avec sa taille de 23,7 km², il est reconnu pour sa grande diversité d'habitats et d'écosystèmes. On peut ainsi retrouver dans le parc des collines, des forêts, marécages, rivières et lacs. L'un des principaux écosystèmes du parc sont les collines et les forêts, où de nombreux oiseaux prospèrent. On en recense plus de 200. Le parc permet même d'aider des populations de certaines d'entre elles, comme le merle bleu de l'Est, qui est en déclin depuis les années 90 et qui trouve refuge dans le parc. Il y a ensuite les milieux humides du parc qui sont d'une importance primordiale. L'habitat de nombreux animaux, il protège également les berges de l'érosion et contribue à l'épuration des eaux. Cependant, en 2001, on estime que 90% des milieux humides du sud-ouest du Québec ont disparu. D'où l'importance de protéger ce parc national et ses zones humides. Dans les zones humides du parc prolifèrent de nombreuses espèces, comme la couleuvre d'eau, les hérons et certaines espèces vulnérables, comme la tortue des bois et la tortue géographique. Le dernier grand écosystème du parc est le lac des Deux Montagnes. On peut y retrouver dedans de nombreux poissons comme l'esturgeon jaune, le grand brochet, le doré jaune, la barotte brune et la barbue, des populations relativement stables depuis l'arrêt de la pêche commerciale. Cependant, malgré ce que l'on pourrait croire, à l'instar du parc du Mont-Saint-Hilaire, le parc de Oka souffre avec le changement climatique et la fréquentation élevée du public, l'implantation d'espèces envahissantes, dures à contrôler et qui entrent en compétition avec les espèces locales. Merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Si vous avez des expériences à raconter ou alors votre point de vue par rapport aux forêts et au parc canadien a changé ou si vous avez des questions, n'oubliez pas d'aller écrire tout ça en commentaire. Merci!